Pour cette table ronde, on a voulu vous apporter de l'expérience, vous aider à continuer à travailler sur cette transversalité, sur cette montée en puissance de votre veille, qui était votre besoin le plus fort. Donc on a fait venir des experts qui ont travaillé sur la transversalité, qui sont en pleine action dans la transversalité. Et donc je vais les inviter à me rejoindre. Vous l'avez vu, c'était le titre. Partager l'intelligence économique pour accélérer la transformation de l'entreprise. Comment on va faire? Sur quoi on va se baser? Alors j'invite à me rejoindre tout de suite Maude Lepelletier. On va l'applaudir quand même. Bienvenue Maude. Donc Maude est une cliente heureuse de Cabécrol. Pour l'instant, ça va. Elle le sera encore plus après. En fin d'après-midi, elle le sera encore plus. Elle a déjà vu une partie de la V7 qu'on vous présentera cet après-midi. Donc Maude est chargée d'études. Elle s'occupe de la veille transversale au sein du groupe Massif. Ça fait longtemps qu'on travaille avec le groupe Massif. Et elle a gentiment, et je vous remercie Maude, accepté de venir témoigner sur son retour d'expérience. Laurent. Alors Laurent, je le connais bien, on a travaillé pendant plusieurs années ensemble. Laurent a été vice-président en charge de la stratégie de l'innovation et on avait à l'époque, ensemble, monté un projet de veille réglementaire internationale. On vous parlera aussi de toute cette expérience qu'on a. Et puis, Bertrand Petit, InnoRecherche. Bertrand travaille sur la transversalité depuis 10 ans. C'est l'expert, c'est lui qui nous apportera la sagesse. Merci Bertrand, merci. Alors, pour cette table ronde, alors bien sûr, pour ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous suivent en live, le hashtag KBSpring, vous pouvez réagir, vous pouvez commenter, on regardera vos questions à la fin de la table ronde. Marketing, réputation, signaux faibles, produits, innovation, plan d'action, stratégie pour partager pour de la transversalité. Voilà, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est ce que je vous ai présenté dans mon introduction. C'est les mots importants qui nous sont revenus de votre part. Et aujourd'hui même, quand on est dans des consultations, dans les appels d'offres, on sent cette tendance à ne plus avoir une veille pour un secteur, pour un département, mais vraiment une veille partagée, une veille qui ne va pas seulement amener de l'idée, mais qui va aussi aider à agir, aider dans les plans d'action, aider dans les stratégies des entreprises. Alors, on va commencer par Maude. Ma première question, c'est à la Massif. Ça marche? Je crois. Oui, voilà, ça marche. À la Massif, comment on organise la transversalité, comment on organise la veille? Alors, j'allais dire assez classiquement, hein, par rapport aux personnes qui sont là aujourd'hui, on fait de la veille, bien sûr, dans un grand groupe qui est le groupe Massif au niveau de l'assurance, qui touche différents domaines assez divers au niveau de la finance, de l'assurance, donc des choses très diverses, mais qui ont un vrai dénominateur commun, c'est le besoin de transversalité de l'information. Donc, il y a différents niveaux à la fois de veille qui est fait, bien sûr, dans les différents services métiers, donc avec des besoins métiers assez très spécifiques, avec des spécificités vraiment liées à leur métier, que ce soit la finance, l'assurance, la santé. Mais au-delà de ça aussi, toute une veille chapeau au niveau de l'innovation, des instances stratégiques. Et pour tourner tout ça, pour un petit peu qui est le fil rouge de cette information, c'est un outil de veille transversal à tout le groupe Massif sur lequel je participe, au niveau marketing stratégique, et qui est un petit peu le lien entre toutes ces différents types de veille qui sont bien sûr pas antinomiques. Hein. Il y a des besoins vraiment métiers et des besoins d'innovation un petit peu, de veille un petit peu différentes, mais qui ont une vraie organisation commune autour d'un outil de veille. D'accord. Mais
Quand vous nous dites transversalité, vous avez aussi parlé des métiers de l'assurance, de différents métiers. Il a fallu réunir ces métiers dans une veille transversale ou est-ce que la Massif avait toujours organisé cette veille de façon transverse? Il y a une histoire dans cette transversalité à la Massif? Une histoire. Alors après, on est bien sûr dépendant des organisations, des fonctionnements un petit peu d'une entreprise qui évolue. Mais le besoin, évidemment, est toujours présent et c'est toujours vu au fil des années. Ce qui a un petit peu évolué, et là je peux parler un petit peu en termes de témoignages clients autour de l'information, c'est que pendant des années on a essayé d'organiser un petit peu une façon de répondre à ces différents niveaux d'information, besoins d'information. Et c'était assez compliqué de viser l'exhaustivité un petit peu pour répondre aux différents besoins. On se rend compte aujourd'hui qu'une entreprise, même si elle est très diverse dans tous ses besoins d'information, a besoin de partager un même niveau d'information qui fait corps au niveau de l'entreprise et qui est propre à l'écosystème de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment partagé au niveau du groupe. C'est qu'on n'est plus à essayer de faire une newsletter vraiment thématique pour telle personne. On n'est plus dans une course comme ça effrénée à essayer de trouver une façon de répondre très précisément aux besoins de tel et tel client, mais plutôt de prendre de la hauteur et on se rend compte aussi que nos utilisateurs viennent aussi rechercher de l'information qui est vraiment propre à l'entreprise. Et pour ça, on a un petit peu revu notre façon de procéder envers nos utilisateurs. On n'est plus dans une recherche, je vous disais, de DSI, mais bien essayer de fédérer les gens autour d'une information qui fait corps au niveau de l'entreprise. D'accord. Laurent, au travers de ce que dit Maud, la transversalité, on en a longtemps discuté ensemble. C'est quoi? C'est un nouveau vocable? C'est quelque chose qui est un élément de réussite? Ou c'est en ce moment un phénomène de mode qui arrive? La réponse est oui à tout. Merci Laurent. C'est un peu un phénomène de mode. Mais finalement, surtout la transversalité, il faut bien comprendre que dans une entreprise, et je vais surtout parler de mon expérience chez Bureau Veritas, qui était... donc moi, j'étais au siège en charge de la stratégie d'innovation. Il y avait 80 000 personnes dans le réseau international. Donc la transversalité, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et ça revient finalement à un peu ce qu'a dit Maud, c'est-à-dire que il y a plusieurs termes derrière la veille. Il y a le mot de veille, il y a le mot qui veulent faire de la prédiction, c'est-à-dire qui veulent dire faire des paris sur l'avenir. Je pense que le vrai boulot derrière la veille, c'est de l'anticipation. C'est de permettre à l'entreprise d'anticiper. Pour qu'elle puisse anticiper des évolutions des demandes des consommateurs, des clients, des évolutions des réglementations, en se disant on sent bien que les réglementations les unes à la suite des autres vont toutes dans le même sens. L'anticipation, elle nécessite au niveau d'une entreprise un cadre commun de compréhension du monde. C'est-à-dire que ce qui est important quand on est dans une direction de la stratégie, c'est de pouvoir partager des visions différentes de l'avenir avec les équipes commerciales qui, elles, vont remonter ce que les clients racontent. Les équipes des économistes à l'extérieur qui disent attendez, attention, les problèmes de dette dans les pays vont forcément avoir des impacts sur l'économie de tel pays, et donc, etc. Donc, la transversalité, c'est d'abord, je dirais même pas entre les différentes divisions d'une entreprise, c'est entre les différentes fonctions au sein d'une entreprise. Et ça, c'est excessivement important parce que chacun va regarder finalement l'avenir et le positionnement de l'entreprise avec sa grille de lecture, qui va être économique d'un côté, technique, innovation, sociétale, juridique. Je me souviens que chez BV, il y avait une personne qui avait une très bonne, qui arrivait bien à faire ça, c'était la directrice de la communication groupe. Parce que comme elle était chargée de présenter une vision de l'entreprise régulièrement, elle intégrait tout ce que tout le monde lui disait et tout ce qu'elle retirait comme questions des journalistes et des gens de l'extérieur avec lesquels elle était en contact. Et finalement, elle avait parfois une meilleure vision que le patron de la division opérationnelle qui, lui, était un expert dans son métier. Donc la transversalité, c'est d'abord au sein de l'entreprise, au sein des fonctions de l'entreprise, y compris dans les divisions. Dans les divisions.
Le deuxième point clé, me semble-t-il, c'est que ça se partage à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est dans un écosystème. Donc la veille, ça se partage avec des clients. C'est excessivement important de s'assurer qu'on a la même compréhension du monde avec ses clients, notamment dans les activités B2B. B2C, c'est un peu différent. Donc, j'ai surtout parlé des activités B2B. Ça se partage avec des fournisseurs de solutions, des sous-traitants qui ont aussi leur propre vision. Ça se partage avec des universités, des profs. Moi, je me souviens que j'allais voir des profs dans les écoles de commerce qui c'est très très bien marché, qui avaient une autre vision. Donc, cette transversalité, on va la chercher aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et le dernier point, ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, ça a un objectif. Enfin, c'est à la fois une méthode très structurée, c'est-à-dire qu'on essaye de croiser les informations. Voilà. On essaye aussi, ce qui est compliqué, de savoir quels sont ses propres biais cognitifs. Parce que souvent, quand on fait la stratégie, le scénario qu'on propose, c'est celui qu'on a envie de voir arriver. Et ce n'est pas forcément celui-là qui va arriver. Il faut arriver à prendre du recul par rapport à ses propres biais, puisqu'on oriente finalement les recherches, on oriente l'éveil en fonction de ce qu'on a envie. Plus que ce qu'on a envie qui arrive que ce qui va arriver. Je pense que Bertrand pourra témoigner que c'est quand même un des points clés, c'est de pouvoir dire, est-ce que vraiment c'est ce que j'écris, c'est quelque chose que j'ai vérifié, sur lequel j'ai des faits, j'ai du recul, ou c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Voilà. C'est pas si évident que ça quand on a entre guillemets, quand on est dans les affaires, et voilà, de prendre ce recul. Et donc c'est une méthode assez structurée de croisement de l'info, et dans le but d'agir derrière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça parce qu'on veut écrire un bouquin en disant l'histoire du monde. On fait ça parce que pour l'entreprise, on veut susciter des actions. Soit des actions de lancer des nouveaux projets, de changer des activités, en abandonner, en créer d'autres. Et donc, on est orienté vers une prise de décision. Et ça, je pense qu'on ne fait pas de la veille pour la veille, on fait de la veille pour de la prise de décision, pour éclairer une prise de décision. Et pour ça, je vais prendre une expression que j'emprunte, alors je ne sais plus à qui, mais que je trouve bien, c'est que l'anticipation, c'est écrire l'histoire de l'avenir. C'est écrire, voilà ce qui pourrait arriver. Voilà l'histoire qu'on va se raconter de ce qui pourrait arriver. Alors, il n'y en a pas forcément une, il peut y en avoir plusieurs. Et qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on suive ? Quels sont les signaux faibles qu'on doit regarder dans des marchés, dans nos marchés connexes, chez nos clients, pour, en fonction des 3 histoires qu'on pourrait avoir dans l'avenir, basées sur des faits, quels sont ces scénarios, cette histoire, quelle histoire on raconte, et comment on va se positionner par rapport à ça. Donc, c'est effectivement la transversalité, c'est une méthode pour éviter de faire ce que les Anglais appellent du wishful thinking, c'est-à-dire j'ai envie que ce soit ça qui arrive, donc je fais tout pour présenter ce qui devrait, voilà. Et donc, pour moi, c'est une condition, c'est pas un objectif. D'accord. Merci, Laurent. Bertrand, au travers de ces 2 premiers témoignages assez forts sur des industries différentes, la banque, l'assurance, le service aux industriels, testing, inspection, certification, si on mélange un peu tout ça, et avec votre expérience, les 3 principes qu'on va mettre en place, ils sont où ? Il y a des fondamentaux. L'expérience, elle nous dit quoi là-dessus ? Oui. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris la dimension de la transversalité, il faut bien se poser la question du pourquoi. Et pourquoi il faut être transverse ? Et assez simple, c'est un diagnostic qui est un truisme. C'est que toutes les boîtes qui existent aujourd'hui, ils font de l'innovation incrémentale et ils le font bien. Sinon, ils seraient morts. Donc toute la question maintenant, c'est innovation de rupture. Et quand est-ce que je dois m'y mettre, je ne dois pas m'y mettre, est-ce que ça va me toucher, ça ne va pas me toucher. Alors on revient à des questions de définition. Donc en général, ça marche. On dit qu'est-ce que c'est qu'une innovation ? Un mec qui réfléchit, c'est au bout d'un quart d'heure, on arrive à un truc qui ressemble. C'est un truc, un bazar, un bidule. Parfois une invention qui sort de la R&D, qui trouve son marché grâce à un effet waouh. Et là on dit, bah oui, PSA, vous faites de l'innovation depuis toujours. La 205, elle est mieux que la 204. La 206, elle est mieux que la 205. Mais on est dans l'incrémental. Ça reste 4 roues et un volant. Voilà. Et à un moment,
On il se passe on leur dira pas. depuis une dizaine d'années, et ça s'accélère, donc il y a l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, c'est quand l'effet waouh, qui est la composante de l'innovation, est suffisamment fort pour me faire changer à moi, citoyen consommateur, mon usage. Waouh, avec Autolib, Blablacar, tous les trucs, covoiturage, etc. Je n'ai plus besoin d'être propriétaire d'une voiture pour en avoir la jouissance. Et là, c'est waouh, c'est gigantesque, surtout quand on est constructeur de voitures. Donc ça, par exemple, moi je l'ai vu première année en septembre 2014, et quand je suis retourné à Paris voir mes petits copains du Losange, je leur ai dit, vous avez vu ça, parce que ça et ça, le nombre de voitures va être divisé par 10 d'ici 10 ans. Et mais t'as fumé la moquette, hop, dehors. Puis finalement, on a fait des voyages de veille, puis ils ont commencé à comprendre. Ils ont compris des nouveaux paradigmes en matière de mobilité. Et c'est ça qui est très dur. Hein. Donc, les Américains, ils résument cette notion de transversalité en disant « Innovation comes from the fringe ». La voiture de demain, c'est pas Renault qui va l'inventer. Ah, il va peut-être suivre, et on pourra reparler de la Kwid, hein, c'est quand même intéressant de voir des expériences qui sont très porteuses. C'est un Bolloré ou c'est un Tesla qui va le faire. Hein, vous reprenez, alors maintenant on en rit parce que ça a été un échec à la fin, mais au début c'était pas un échec, c'était intéressant. Auto-liberté, vous avez Bolloré qui gagne contre 3 autres consortiums. Il y avait un consortium avec Avis, PSA, machin. Il y avait un autre consortium avec Renault, je ne sais pas quel loueur et un autre. Et Bolloré tout seul, Bolloré, je vous rappelle, le copain de Sarko, hein, qui gagne l'appel d'offres de Delanoë. Donc c'est costaud, le gars. Et il dit, ouais, non, une bagnole électrique, c'est pas ça. Parce que quand vous dites à un ingénieur Renault, conçois-moi une bagnole électrique, le mot bagnole est chargé de sens. C'est un truc que j'achète dans un garage, que je garde 2 ans ou 3 ans et que je revends. Et un ingénieur de Bolloré, il dit, non, une bagnole électrique, c'est une caisse à savon dans laquelle je vais mettre les batteries, ça c'est intéressant, et que le Parisien va garder 500 mètres pour aller d'un point A à un point B, et va abandonner avec son paquet de clopes et sa canette de coca vide. Le mec de Renault, il dit, mais t'es complètement fou, ça fait 30 ans, ou même 100 ans qu'on vend des voitures à tout le monde sur l'Alpha Male, vroom vroom, si t'as pas une Gordini ou si t'as pas une Renault Sport, tu pourras pas aller draguer la gonzesse à la sortie de l'école, ça c'est ma génération. Et là, tu me dis que c'est une poubelle qu'on largue 500 mètres plus tard. Donc, incompréhensible. Voilà. Et donc, il y a toujours la personne qui vient de l'extérieur qui vient casser ça. Et donc, vous, votre rôle dans les boîtes, c'est 2 choses. Parce que, grosso modo, le yaka, c'est très facile. Le faucon, c'est beaucoup plus dur. Et donc, vous êtes dans le faucon, c'est-à-dire vous devez déterminer, premièrement, est-ce que cette transposition-là d'un usage dans mon industrie, c'est faisable, c'est pas faisable. Et je vous rappelle, au début, les lanceurs de fusées, ils regardaient Elon Musk en lui disant « Vous êtes bien gentil, mais nous, on vend des fusées, alors circuler, il n'y a rien à déclarer. » Okay. Et puis ensuite, il y a la deuxième question, c'est le timing. Parce qu'en matière d'innovation, il y a une autre règle. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Si vous partez 2 ans, 3 ans trop tôt, vous vous plantez. Il ne faut pas se planter. Et vous entendez trop souvent des réflexions dans les boîtes en disant « Ah, je vous l'avais bien dit, je l'avais dit en 2014, on aurait dû le faire. » Non, en 2014, c'était une connerie. En 2018, ça devient une vérité. Et il ne faut pas partir trop tôt parce que ça coûte trop cher. Et en même temps, il ne faut pas partir trop tard parce qu'on se laisse complètement dépasser. Donc voilà, donc c'est ça qui nécessite de faire cette transversalité. Et encore une fois, la veille, rappelez-vous ça, hein, ça ne se fait pas sur la technologie, ça se fait sur les usages. La technologie, vous en avez 1 million de fois trop. Okay, donc vous avez, je sais pas, 2 millions d'apps dans un App Store, vous en mettez 7 sur votre smartphone. Okay, donc la technologie, il y en a trop. Donc ce qui fait ou pas l'innovation, c'est l'usage. Est-ce que vous en servez, etc., etc. Voilà. Donc pour finir sur la transversalité, l'innovation de rupture, c'est toujours un usage émergent dans un autre secteur qui, s'il est transposé dans votre secteur, vient répondre à une attente inassouvie du citoyen consommateur, parce que vous et moi, on se balade avec ce petit truc-là et on ne change pas de cerveau quand on passe de la pharmacie au restaurant, à loueur de voiture, etc., etc. On a le même genre d'attente. Et comme les technologies vont très vite,
Bon, il y a des tas de choses qui sont possibles, du domaine du possible. Donc voilà l'approche, et c'est pour ça que la transversalité, c'est majeur. D'accord. Intéressant. On a parlé beaucoup d'innovation, on a parlé beaucoup des usages, mais si on veut rentrer dans l'usage, il y a un moment, et encore une fois, Bertrand, je fais appel à votre expérience, mais ces usages, il y a un moment, peut-être qu'il va falloir les modifier, peut-être qu'il va falloir... On a parlé de rupture. C'est pas toujours facile d'aller voir un comité de direction, d'aller... Ouais. Hein, on a vécu ça avec Laurent. Des rails, le business model. C'est pas toujours facile d'aller voir un comité ou un COMEX. Laurent a vécu ça, mais il y a des... Il y a quoi? Il y a des mots-clés, il y a une technique. Non, c'est de la psychologie humaine, hein, c'est très bête. Alors c'est pour ça que je rigolais quand en me faisant monter sur scène, tu parlais de l'expert de l'innovation. Rappelez-vous une chose, si vous retenez une chose, quel est l'ennemi numéro 1 de l'innovation? L'expert. D'accord? Parce que l'expert a construit toute une réputation, une carrière, à défendre un train d'idées, et quand vous arrivez avec une idée radicalement, il dit non, mon pauvre monsieur, je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et puis l'autre qui arrive de la bordure, il ne savait pas que c'était impossible, et il l'a fait. D'accord? Donc l'aspect, voilà, donc c'est ça qu'il faut arriver. Mais c'est normal, hein. Et c'est au niveau neurologique, maintenant c'est bien expliqué. Nous avons là un cerveau qui est assez compliqué, et nous sommes des animaux apprenants. Et quand vous apprenez quelque chose, vous faites une connexion neuronale, qui est vraiment une connexion physique et qui reste. D'accord? Donc c'est, comme dirait Jacques Brel, plus on est vieux, plus on est conservateur. D'accord? Donc on devient conservateur parce qu'on a fait des tas d'idées, des tas de connexions, etc. Et puis voilà, c'est ancré dans le cerveau. Donc par exemple, il y a un grand thème, hein, on se gargarise tous. Ouais, j'avais une bonne idée, mais ça a complètement merdé parce qu'on n'a pas fait du change management. Hein? L'excuse numéro 1, on n'a pas fait du change management. Bon, le change management, ça n'existe pas. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je veux changer mes habitudes parce que je mange trop de rillettes et de saucissons, c'est pas en me disant arrête de manger des rillettes et du saucisson, etc., etc. C'est en me disant tiens, tu devrais essayer le brocoli ou tu devrais essayer les navets, et voilà. Et je crée une autre habitude. Mais je ne peux pas défaire une ancienne habitude. Donc ça, c'est très vrai. Et rappelez-vous, hein, vos sociétés sont des organismes vivants. C'est des organismes vivants qui ont leur ADN, etc. Donc c'est vraiment, les analogies sont fortes et prégnantes. Alors, donc, je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a des trucs assez remarquables dans les grands groupes. Donc, on regarde ça, on va aux quatre coins du monde. Donc, on est allé en Inde voir la Quid. Qui a entendu parler de la Quid de Renault? Oui, l'ultra low cost. Hein, vous connaissez Dacia. Donc, au début, c'était 6-7 000. Et puis là, Carlos Ghosn, donc en 2009, en pleine crise, il réunit ces deux équipes, Nissan, Renault, et dit, bon les gars, on va sortir par le haut, je vous lance un défi, vous me faites une bagnole à moins de 4 000 $ que je peux vendre en gagnant de l'argent. D'accord? Bon, alors les équipes de Nissan, ils disent, bon, reuse, puis il n'y avait pas un sou à cette époque-là, donc vous avez zéro budget, reuse. Donc les équipes de Nissan, ils reprennent la Micra, et puis ils font comme avaient fait les gens de Renault 15 ans ou 20 ans avant avec la Dacia, et puis ils arrivent à 6 000 €. Et de l'autre côté, il y avait Gérard de Tourbet, qui a facilement 10-15 ans de plus que moi, qui lui avait fait la Dacia, et qui a un franc-parler, et qui dit à Carlos, c'est de la connerie, de toute manière, tu n'y arriveras pas, on a déjà fait avec Dacia, tu ne descendras pas au-dessus de 6 000 €, donne-moi 500 millions de $, et je vais te refaire une voiture de A à Z. Donc la carrosserie, le moteur et le train. Et vous parlez à quelqu'un dans l'automobile, tous les experts de l'automobile, ils disent il ne faut jamais refaire les trois à la fois. Vous allez dans le mur, vous vous plantez. Bon, bref, Carlos lui dit t'as rien compris, j'ai pas 500 millions, et de toute manière, reuse. Un an plus tard, les équipes de Nissan reviennent en disant non, chef, on n'y arrive pas, on arrive à 6 000. Et là, mon ami Gérard, il avait affiné sa calculette, design to cost, etc. Et il monte à Carlos, il dit tu la veux ta bagnole? Regarde, 3 000 $ prix de revient, 3 600 $, tu la vends en Inde, tu es le roi de la forêt. Ah ouais, très bien. Donne-moi 400 millions. Bon, là, Carlos, il dit ok, j'ai un peu de soutien. 400 millions. Il part avec ses équipes à Chennai, d'accord? Et là,
il réussit à faire un truc assez extraordinaire, c'est à casser tous les codes de Renault sans aller dans le mur. D'accord? Donc c'est ça la dimension, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'ADN d'une entreprise pour arriver à casser les codes, mais pas aller dans le mur. À la fin, il fallait qu'il le vende, le projet. Et comment il a fait? Eh ben, il a fait design to cost, alors que dans l'automobile, on ne faisait pas du design to cost. On disait, monsieur Forestia, je voudrais un fauteuil qui fait papa-maman. Et Forestia disait, bah, ça va te coûter tant. Et puis, puis on faisait les totaux. Et puis, on s'est dit, oh, ma voiture est trop chère. Donc, on faisait du rabot, etc. Donc là, il part avec ses ingénieurs. Il a coupé le coût de sa voiture. Je suis un expert là-dessus. Et il dit, voilà, le fauteuil avant droit, c'est 30 €. Et là, il travaille, comme Apple avait fait en Chine à l'époque, il travaille avec une boîte d'ingénierie locale qui dit, oh, on va surtout pas demander à Forestia de venir s'installer en Inde, là. Je connais un fabricant de grille-pain ou un fabricant d'enjoliveurs, il devrait être capable de faire des fauteuils de voiture. D'accord? Donc, il y va comme ça, il réinvente tout, et à la fin, comment il ne prend pas le mur? C'est qu'il dit à ses collègues de Renault, moi je respecte 2 choses, c'est le cycle de 36 mois pour passer les jalons de développement produit et le contrôle qualité, parce que la Kwid, elle est construite dans une usine Nissan à Chennai, et en bout de chaîne, c'est le même ingénieur qualité qui vérifie la Qashqai et la Kwid. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que même dans des grands groupes avec une grosse culture, bon, faut quelqu'un qui a des tripes, hein, qui connaît bien le grand groupe, et qui est capable de casser les codes sans aller dans le mur. D'accord. Bon, bel exemple. Alors, au travers de tout ce que vous avez dit, là, Bertrand, on a bien vu que, oui, on allait chercher des fournisseurs, donc on allait regarder un petit peu ce qui se passe, il y avait de la surveillance, il y avait beaucoup d'informations qui remontaient. On va essayer de revenir à ressortir d'un grand projet comme celui-là. On va reparler un petit peu avec Maud, la collecte de l'information, parce qu'on va repartir du début. L'information, la massif, quelle information, comment vous la collez? J'allais dire c'est assez classique. Je vais rien apprendre aux personnes Non, qui sont mais- aujourd'hui. Non, ce que j'aimerais plus peut-être évoquer, c'est, et ça fait écho un petit peu à ce que vous racontez, la façon dont aujourd'hui nous on se positionne vis-à-vis de notre public. Et ce qui a vraiment évolué aujourd'hui pour aller collecter l'information, c'est que tout à un moment on était plutôt dans une démarche, nous en tant que veilleurs, d'aller vers l'utilisateur, essayer au maximum de détecter ses besoins, ce qui nécessite beaucoup de temps, d'énergie, pour aller essayer de trouver, enfin de répondre aux besoins d'information et de collecter un petit peu, d'être un petit peu dans une démarche de recueil d'informations, essayer de la fédérer. Je ne sais pas si ça fera écho aujourd'hui à des gens autour de la salle, mais je me suis déjà, lors d'une présentation d'outils de veille, fait entendre dire mais pourquoi aujourd'hui vous travaillez encore avec ce type d'outils, puisqu'aujourd'hui tout se trouve sur Google. Alors, je ne sais pas si ça fera écho à des gens autour de la salle. C'est des réflexions qu'on a pu avoir. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai pas eu besoin de vraiment détailler ou un petit peu défendre un petit peu ce qu'est un processus de veille et comment la collecte d'informations, c'est aujourd'hui une étape nécessaire et pour une entreprise pour perdurer. C'est que c'est les utilisateurs eux-mêmes qui défendent aujourd'hui les outils de veille. Parce qu'ils disent bien aujourd'hui qu'on a dépassé la logique de tout se trouve sur Google, les outils sont gratuits, tout le monde peut tout faire, tout le monde peut tout trouver au niveau de la collecte d'informations. Aujourd'hui, c'est plutôt les utilisateurs qui ont bien vu, qui reviennent vers nous, vers le métier de veille et les structures d'information en général, parce qu'ils détectent bien que justement c'est un vrai métier et c'est un supplément d'âme un petit peu aussi par rapport aux informations qu'on peut trouver en termes de sérieux, en termes de réflexion, en termes de façon d'organiser l'information. Et il y a une phrase qui n'est pas de moi, qui est d'un auteur anglais que j'aime bien, c'est il y a 2 façons d'apprivoiser la connaissance. C'est soit connaître le sujet soi-même, soit savoir où trouver l'information. Oui. Et je crois qu'on est vraiment, nous, dans cette logique-là, d'être aujourd'hui un petit peu le référent en termes d'information. Et aujourd'hui, on a plus une démarche où les utilisateurs reviennent vers nous et trouvent un petit peu ce qu'ils cherchent avec nous.
Voilà, donc la collecte d'informations, finalement, on n'est plus dans une logique où c'est du va-et-vient, mais c'est plus vraiment, aujourd'hui, le terrain revient vers une logique de Donc réflexion. l'utilisateur est contributeur. Certains, oui, oui. D'autres sont plus dans une logique vraiment de consultation. Mais on retient un vrai besoin commun de savoir, de partager un outil commun qui va un petit peu auto-influencer toutes les réflexions en cours, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau des différents métiers. Il y a besoin un petit peu de partager un petit peu, de prendre un peu plus. On parle d'innovation, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est surtout aussi de prendre un peu de hauteur sur les différents sujets dans lesquels on est au quotidien. Et donc ça, les gens sont contributeurs aussi d'apporter un autre point de vue sur l'information, oui. Ça a D'accord. changé. Laurent, si on reprend cette thématique sur la collecte de la veille, si on parle des contributeurs, si on parle de la diffusion de l'information, comment vous avez travaillé sur cette mise en commun quand on a des publics totalement différents, sur des pays différents, sur des métiers différents? Ça a été quoi le liant pour cette transversalité dont on parle depuis tout à l'heure? Comment on a créé le lien entre toutes ces équipes? Ça a été quoi la démarche? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est que j'estimais que dans ma fonction stratégie et innovation, c'était à moi de prendre en charge la veille, qui était auparavant éclatée et faite suivant les divisions. D'abord, j'en avais un besoin pour mon travail, d'avoir une meilleure compréhension des marchés, des clients, des grandes tendances de fond. Et c'était un des points d'entrée des exercices stratégiques ou des questions qu'on me posait quand il y avait une acquisition à faire ou une vente d'une activité, de pouvoir regarder ce qu'ont fait les concurrents, comment ça se passe, ce qu'ont fait les clients, etc. Donc, de toute façon, moi, j'en avais le besoin. Et j'avais aussi un besoin d'interaction régulier avec notamment les équipes qui sont sur le terrain face aux clients, face aux autorités de temps en temps, pour qu'elles me disent comment elles le vivaient. Je pense que la valeur ajoutée de cet exercice, c'est de pouvoir faire, on va dire, l'hélicoptère entre la vision du COMEX et ce que les personnes sur le terrain voient comme signaux faibles. Ça permet aux équipes de COMEX qui parfois sont très loin des marchés, des clients, etc., de dire, ben voilà, effectivement, nos équipes nous remontent des signaux qui vont dans le sens de l'image qu'on se fait de l'évolution de notre activité. Donc cette remontée-là. Et inversement, ça permet aux équipes de terrain qui sont face aux clients dans les pays d'avoir un cadre de compréhension de ce qu'ils reçoivent comme signaux des clients, du marché, des fournisseurs. Et ce cadre de compréhension, quelque part, il est lié à la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la veille tous azimuts, on fait de la veille parce qu'on a un objectif derrière. Alors, c'est pour ça que le terme veille est assez large. Nous, on avait structuré la veille de manière différente. Il y a la veille sur les grandes tendances technologiques, marché, un peu celle que Bertrand fait dans InnoCherche, qui est vers quoi l'entreprise doit évoluer dans 5 ans, parce que de toute façon, il y a des mouvements inéluctables de l'économie, et il faut surfer sur ces mouvements plutôt que d'aller contre. Et puis, à court terme, on faisait une veille concurrentielle. Donc, on avait identifié des concurrents directs et des concurrents indirects, ceux qu'on pouvait voir arriver. Voilà. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il était beaucoup plus facile de passer des messages pour expliquer la stratégie à travers des exemples venant des concurrents que de l'expliquer sur des grands PowerPoint où finalement les gens comprennent ce qu'ils veulent. Et donc, le partage, il se faisait finalement parce qu'on est dans une logique donnant-donnant. Moi, je vous donne de l'information sur ce que j'estime être important pour comprendre la stratégie de l'entreprise et pour sa réalisation. Et donc, et vous réagissez sur, est-ce que vous trouvez que c'est ce que vous vivez tous les jours? Est-ce que c'est ce que vous entendez? Est-ce que ce que vous repérez, c'est ce qu'on vous dit dans les appels d'offres? Ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque et c'est pas ça? Donc en fait, finalement, c'était plutôt une offre de service. Et
le sujet, c'est on ne peut pas obliger quelqu'un à donner une information. On n'a aucun moyen de vérifier qu'il ne la donne pas, d'ailleurs. S'il n'a pas envie de la dire, il ne la dira pas. Je pense qu'il y a il y a des tas d'entreprises qui se sont arrachées les cheveux pour trouver des systèmes d'incentive sur les deals commerciaux. Quand quelqu'un veut une info, on ne sait pas trop dire quelqu'un. Voilà. Donc c'est pareil sur la veille. C'est-à-dire quelqu'un qui a une intuition, qui a repéré quelque chose d'important. S'il n'a pas envie de le dire, s'il n'a pas envie de le partager, il ne le fera pas. Il n'y a aucun moyen de l'obliger. Il ne le fait que parce qu'il estime qu'en faisant ça, il va contribuer quelque part à la vision stratégique de l'entreprise. Donc c'est ce lien-là qu'il faut créer. C'est cet aspect donnant-donnant. Et donc, le moyen qu'on a mis au point au bout de 3 ans, c'était d'envoyer... Finalement, le truc le plus lu, c'était la veille commerciale. La veille commerciale, la veille concurrentielle, qu'on envoyait à une fréquence de 3 semaines, 1 mois. C'est-à-dire quand on avait suffisamment de matière, on envoyait voilà ce qu'a fait la liste des 15 concurrents directs, indirects, ou de tous ceux qui pourraient devenir nos concurrents demain. Et en fait... comme on la faisait basée que sur des informations qui étaient publiques, on avait dit à tout le monde, vous pouvez réutiliser cette veille dans vos newsletters internes, dans vos équipes. Et c'est en faisant ça que finalement, on a réussi à constituer au bout de 3 ans un réseau d'une petite centaine de personnes qui étaient directement intéressées et qui répondaient. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi qui allait répondre, on a laissé les équipes, on a voilà, on vous donne cette information, vous la diffusez à qui vous souhaitez, et en fait, on a regardé ceux qui répondaient. Donc ça s'est un peu fait comme ça, par l'usage, un peu ce que j'ai entendu, et surtout pas ni par la contrainte, ni par l'obligation. Et en termes d'ergonomie, le critère que j'avais donné aux équipes, c'est il faut que ça se lise sur un écran d'iPhone, ce qu'on envoie, parce que je pense que les cadres, ils lisent ça dans le train, c'est le genre de choses qu'on lit dans les salles d'aéroport. C'est moi. C'est son iPhone. Ouais, ça se lit. Il a une alerte. Ça se lit dans les salles d'aéroport. Ça se lit quand on attend. Ça se lit pas forcément au bureau. Et donc il fallait qu'en termes d'ergonomie, tout passe sur un écran d'iPhone, que ce soit très facilement lisible, qu'on puisse accéder aux sources très facilement. Donc ça c'est très très important parce que s'il faut être devant son écran d'ordinateur pour lire ce genre de documents, inutile. Ouais. Donc, on a la même démarche aujourd'hui. On s'est souvent arraché les cheveux pour essayer de faire des supports vraiment poussés pour qu'ils soient lus. Et finalement, aujourd'hui, l'information que l'on fait et qui est la plus lue, c'est une newsletter quotidienne qui comporte 2 articles. 2 articles qui sont une sélection faite par un vrai sachant au niveau de la veille, mais qui est transverse, multidomaine, multimétier. Et c'est finalement le support très simple, lisible sur pareil, on a essayé de faire quelque chose de très simple, sobre, qui puisse se lire de partout, notamment dans le train, dans les iPhones, etc. Et aujourd'hui, le bouche à oreille fonctionne tellement bien que c'est notre première source consultée aujourd'hui et qui fédère et que les gens se transmettent par bouche à oreille au niveau de l'entreprise et qui nous fait nous connaître après au niveau de la plateforme. Donc c'est un peu notre vitrine aujourd'hui. Donc le moins on fait, le mieux c'est lui. Quelque part. D'accord. Merci Maud. Au travers de tout ça, on a eu des retours d'expérience assez forts avec des gens qui ont utilisé la veille. Autour de ça, on voit bien que on a ouvert des silos, on a des gens qui ne travaillent plus dans leur département. Maintenant, on remonte de l'information. Ça a mis du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, dans aucune des expériences. Le retour que vous avez, Bertrand, là-dessus, sur les gens qui veulent trop vite casser ces silos, dire voilà, moi je vais mettre en place, tac, ça va être comme ça, les gens vont contribuer, on va faire, voilà. Ça ne marche pas, on le sait. Comment on amène cette culture du changement dans l'entreprise pour casser les silos et pour ouvrir cette veille, la diffuser. Et comme le disait Maud, on a diffusé et maintenant les gens viennent, c'est gagnant. Ils reviennent vers nous, ils nous demandent, on a accès. Et aujourd'hui, c'est le moyen de diffusion le plus important sur les smartphones. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une veille qui intéresse tout le monde. Donc cette veille, elle est transverse. Ouais. Comment on a cassé ça ? Donc c'est assez intéressant. Donc on touche assez vite à la transformation de l'organisation des entreprises, qui est quelque chose que
vous êtes amené à faire, étant donné les jeunes que vous voulez recruter. Hein. Donc, c'est des gens qui sont complètement différents. Donc, ils recherchent beaucoup le sens. Les DRH s'arrachent les cheveux. Vous voyez, et donc, en termes de modalité, c'est très, très différent. Et on s'aperçoit... Donc, il y avait la bonne vieille méthode. Hein, comment ça marchait quand j'étais jeune? Le PDG, il avait une idée. Il appelait McKinsey, je ne sais pas qui. 2 millions de dollars plus tard, il y avait un beau PowerPoint. McKinsey venait au COMEX. Ça a duré 1h30. Et puis le président, vous voyez, j'ai eu cette idée il y a 6 mois, j'ai travaillé avec McKinsey. Voilà, donc on a un plan d'action. Est-ce que vous avez des questions? Bon, il y a un mec courageux qui pose une question. Bon, on est d'accord, les gars, on va implémenter. OK? Et puis personne ne disait rien. Et le PDG, il croyait que c'était bon et que c'était parti mon kiki. Et puis, 1 an après, il ne se passait rien. On avait beau virer les mecs, etc. Donc, c'était le fameux bouquin. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à implémenter ma stratégie? D'accord? Donc, vous savez tous qu'une stratégie, ça s'achète, voilà, 1 million BCG, 100 000 machin. Voilà, ça s'achète, une stratégie. Moi, je peux vous faire des stratégies. Donc, c'est comme une idée. Soyez convaincus, ça ne vaut rien. Hein, c'est-à-dire que quand on cherche à récompenser les gens qui ont des idées, c'est bête, parce que les idées, aujourd'hui, il y en a partout. Si vous voyez un gars sur les Champs-Élysées avec un panneau en disant « j'ai une idée », vous lui dites « pousse-toi, tu jettes, va la mettre sur l'Internet, ton idée... Bon, donc c'est la capacité à implémenter. Et ça, donc vous dites « est-ce que ma boîte, elle est capable ? Est-ce qu'on est légitime pour aller dans ce nouveau marché, dans cet élément complètement disruptif, etc., etc. » Donc, ça revient à comment on embarque une équipe. Et là, on retrouve aussi des bons vieux fondamentaux qui remontent à Ulysse. Ulysse, il raconte son voyage, mais ceux qui n'ont pas fait le voyage, ils ont 5%. Vous vous rappelez du temps là où on avait des diapos, là, on revenait de vacances, puis on allait chez le voisin. Oh là, la mer était bleue, schlick, schlack. Oh là, c'était la maison, schlick, schlack. Et à la 3e diapo, on dit, oh, mais pourquoi on est venu, quoi? On s'embête. Donc l'équivalent moderne, c'est PowerPoint. Ah, vous avez vu slide numéro 1, slide numéro 2. Bon. Et certains l'appellent toujours la diapo. La diapo, donc c'est pareil. Donc, vous n'avez... Il faut, l'élément important, il faut laisser aux gens le temps de faire leur cheminement. Et le cheminement, nous on y croit dur comme fer, ça se fait par le voyage. OK ? Donc vous pouvez faire tous les articles. Tiens, lis ce petit article, lis ce machin. Tiens, viens une restitution d'InnoSearch, il y en a tous les mois. Et on va vous parler d'Estonie, de la X-Road, on va parler de nouveaux trucs de BuzzFeed. Ouais, super bien. Le gars, il est enthousiasmé. Il achète le bouquin, il rentre chez lui. Et lundi matin, il ne se passe rien. OK ? Donc le voyage, c'est le début. Et donc après avoir fait un voyage, le gars, il commence à se forger une opinion. Et il dit maintenant, j'aimerais bien embarquer mon COMEX parce que je ne veux pas y aller tout seul. Et là, on retrouve des fondamentaux qui sont très intéressants. Il y a 3 prérequis. Et c'est vraiment humain. Il y a 3 prérequis avant toute transformation. Si vous ne les avez pas, vous ne partez pas. Parce que vous allez vous ridiculiser. Le premier prérequis, c'est un diagnostic partagé. Et est-ce que les membres de votre COMEX ou de votre CODIR, ils ont un diagnostic partagé sur le monde dans lequel ils vivent? La vitesse à laquelle ça bouge, etc. S'il y en a 1 ou 2 parmi vous 8 ou vous 10 qui disent non, mais tu sais, ça c'est, oh là là, non, ça va faire pchut, j'y crois pas du tout, non, mais d'ailleurs c'est surfait, d'ailleurs Facebook, etc., etc. Donc ça va pas le faire. Donc le déclic, c'est par le voyage, il faut aller voir lui-même, etc. Déclic. Deuxièmement, une fois que vous avez le diagnostic partagé, le deuxième prérequis, c'est est-ce que vous avez un rêve commun? C'est-à-dire vous, dans ce COMEX, est-ce que vous avez un rêve commun? Donc, alors ouais, on a une mission en page 43 de notre rapport annuel. Ah ouais, montre-la-moi ta mission et explique-moi que toutes les décisions majeures, tu les prends au regard de cette mission. Et d'ailleurs, je vous propose un autre mot plutôt que parler de mission, parler de promesse. Promesse à vos clients, promesse à vos employés, il y a une promesse. Donc ça, c'est le deuxième élément. Tant que vous n'avez pas ça, tant que vous n'êtes pas capable de dire, dans ce monde qui bouge très vite, nous, étant donné notre ADN, on veut être ça. Alors si c'est bien fait, ça devient la tagline. Donc, InnoSearch, c'est veille, décodage, action. Nous, on veut être ça. Le troisième élément, c'est les modalités d'engagement.
Parce que le mec, il va vous dire, bon, bah, chef, ok, on a un diagnostic partagé, on est d'accord, on a revisité notre promesse, mais tu sais quoi, tu nous dis qu'on va faire de l'innovation de rupture, fais le fast, on va faire des projets dans la n+1e dimension. Je te rappelle, il y a déjà 5 dimensions à notre matrice, donc ça fait la 6e dimension. Moi, je travaille 65 heures par semaine, je suis censé en faire 35. Donc, tu vas peut-être me dire ce qu'on va enlever comme dimension inutile dans la matrice. Et puis, tu vas m'expliquer comment on va changer d'ADN, parce que jusqu'à présent, dès que je me suis planté dans un projet, on n'est pas arrivé avec du champagne en disant « chouette, chouette, on va apprendre de ton plantage ». On m'a dit « Bertrand, c'est pas bien, j'espère que tu vas pas recommencer trop souvent ». Donc, explique-moi les modalités d'engagement, qu'est-ce qui va changer. Et donc, moi, j'ai relu un très bon bouquin de Luc Ferry sur l'histoire de la philosophie. Et vous prenez depuis les Grecs jusqu'aux philosophes modernes. Dans toute philosophie, vous avez 3 choses. Un diagnostic sur le monde, d'accord, une vision du monde, un rêve, et le troisième, les modalités d'engagement en philosophie, ça s'appelle la morale. Donc si vous n'avez pas ces 3 éléments-là, qui font partie de toute l'histoire de l'entreprise, vous ne pouvez pas y aller. Donc c'est très amusant ça. Et je vous rappelle, hein, une entreprise, la meilleure définition d'une entreprise, c'est le meilleur instrument pour une aventure humaine. Si vous croyez que la mission de l'entreprise, c'est faire du profit, bon, Milton Friedman, 1975, ça ne marche plus, ça. Donc, c'est l'aventure humaine. Et là, en termes de management, ça change, etc. Mais c'est très drôle, vous voyez, par la veille, vous arrivez à tirer tout ça. Donc, vous, en termes de veille transverse, vous êtes sur le premier maillon qui est, est-ce que je vais arriver petit à petit à développer un diagnostic partagé dans les membres de mon entreprise. Alors, on a travaillé pas mal avec les assureurs et les assisteurs. C'est très intéressant, hein, parce que ça bouge énormément. Voilà, donc, et arriver à comprendre ça. Donc, c'est le premier maillon, puis ensuite, il y a le deuxième maillon, ensuite, il y a le troisième maillon. Et donc, ça ne sert à rien de faire le PowerPoint si vous n'avez pas fait les 3 maillons. Laurent ? Pour rebondir, moi, ce que j'ai compris pour avoir fait la stratégie au niveau d'un COMEX pendant quelques années, c'est de dire, finalement, il y a 2 questions clés à chaque fois auxquelles on doit toujours répondre. C'est pourquoi il faut que je bouge ? Pourquoi il faut que je bouge ? Finalement, mes résultats sont bons, mes clients sont contents, donc pourquoi il faut que je bouge ? Donc c'est là où il faut nourrir avec une approche relativement structurée, en disant regardez les signaux faibles, regardez ce qui s'est passé à côté, regardez, allez voir des gens, on va vous faire venir des gens, parce que ouais, certes aujourd'hui ça va bien, mais la vague qui arrive, elle va beaucoup plus vite que celle qu'on connaît, donc pourquoi il faut que je bouge ? Et l'autre élément, c'est pourquoi il faut que je bouge maintenant ? Parce qu'une fois qu'on a convaincu qu'effectivement le monde changeait, que les règles du jeu auxquelles on est habitué changeaient, ok, les gens vont dire ok, très bien, mais on verra ça dans 1 an, là, il n'y a pas besoin. Donc en fait, à un moment, quand on veut passer de ce diagnostic, cette vision, ce que j'ai appelé au début cette histoire de l'avenir, finalement, c'est voilà ce qui pourrait arriver, voilà les 3 histoires de l'entreprise telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui à partir de ce qu'on capte comme signaux aujourd'hui. L'objectif, c'est il faut bouger, vous êtes tous d'accord, il faut bouger maintenant et pas dans 3 ans. Et après, il y a le comment. On est d'accord, le comment. Mais les 2 premières questions, elles sont intimement liées à la manière dont on aura structuré les signaux faibles, la manière dont on les aura mis en cohérence, et à partir de tout ça, on aura raconté une histoire. Finalement, la veille, c'est comme un travail d'historien. L'historien, il regarde le passé, et il se dit, il essaye à travers des témoignages, des écrits, et puisqu'il ne peut pas interroger les gens, hein, il cherche à croiser des informations pour essayer d'expliquer pourquoi des choses se sont passées, alors qu'on n'a que des bribes, on n'en a que... Voilà. Ben, la veille, finalement, elle doit arriver à faire la même chose, mais elle se projette dans l'avenir. C'est à partir de ce que je capte aujourd'hui, que je croise ces informations, que je suis transverse, parce que j'ai plusieurs visions. J'essaye aussi de me débarrasser de mes propres biais cognitifs. Moi, j'aime bien la techno, donc je pense que les trucs techno, ça va marcher, mais en fait, non, c'est pas ça le sujet. Comment j'arrive à écrire ces histoires, à dire il y en a 4 possibles, il y en a peut-être 5. Puis après, ben, qu'est-ce qu'on fait si c'est l'histoire 1, l'histoire 2, l'histoire 3 ? Qu'est-ce qu'on doit surveiller aujourd'hui ? Quels sont les éléments clés qu'on va regarder, sur lesquels on va faire, sur lesquels qu'on va mettre sous surveillance, qu'on
on va aller faire des enquêtes, et quels sont ceux sur lesquels on décide qu'il faut d'ores et déjà lancer des projets, racheter des entreprises, etc. Et je pense que c'est ce passage-là, pour moi, mon expérience, c'est si on arrive à convaincre qu'il faut bouger, et qu'il faut bouger maintenant, qui sont deux questions différentes, on a déjà fait le plus gros du boulot. Et si vous êtes convaincu qu'une entreprise, c'est le meilleur vecteur pour une aventure humaine, une aventure, ça se joue sur une histoire. D'accord? Donc c'est ce storytelling qui va embarquer toute la société. C'est pas des PowerPoint. Voilà, donc vous dites, ah ouais, on a un leader charismatique qui nous a embarqués, etc. On est suivant, on est fiers. Voilà. Et ce qui est d'étonnant, et on le voit à beaucoup de signaux, hein, on tourne une page complète du XXe siècle et des modes de management du XXe siècle pour aller vers des nouveaux modes de management qui sont beaucoup plus dans la délégation et beaucoup moins dans les process. Les mecs, ils en ont ras-le-bol des process. Donc ils descendent dans la rue, ils cassent tout. On m'a promis ça. Si je suivais les process, j'aurais un boulot jusqu'à la fin de mes jours. Eh ben non. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'on fermait l'usine. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi l'aventure humaine? Voilà. Et donc ça, c'est une remise en compte assez profonde, hein, à la fois de nos modes de management, la façon dont on gère une entreprise, etc. Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, faut partir au bon moment, d'accord? Il n'y a pas de chasse réservée. Pensez aux lanceurs de satellites. Hein. Vous étiez lanceur de satellites il y a 15 ans. C'est bien joli, les Uber et les Airbnb, mais moi, je lance des satellites, hein, les gars. OK? Donc voilà. Et puis, vous pouvez regarder partout. Hein. Ça y va. Merci Bertrand. On a parlé je vous entends beaucoup parler de signaux faibles, de tendances, Donc ça veut dire que l'information, elle doit être qualifiée, parce qu'aujourd'hui, il y a un flux d'informations énorme. Et c'est l'exercice le plus difficile. Alors Maud, au sein de Massif et dans le département dans lequel vous travaillez, ce flux d'informations qui arrive de partout, quel que soit le type de média, comment on détecte? On parle beaucoup des fake news, on parle beaucoup du flux d'informations aujourd'hui. C'est quoi les déclencheurs qui vont faire qu'on va se dire, tiens, cette source-là, oui, on parlait tout à l'heure de remontée d'informations de la part des lecteurs, etc. Mais comment on qualifie cette information? Parce que c'est ça l'essentiel. Je vais répondre encore une fois, peut-être un peu simplement, mais à l'heure de l'intelligence artificielle et de l'intelligence qu'on met un petit peu à un grand niveau, je crois que j'ai envie de dire que rien ne remplace l'humain, que l'expertise, elle reste celle d'humain. De sachants à la fois dans l'entreprise qui, eux, ont une vraie expertise métier et qui vont avoir un recul sur certaines thématiques, et le rôle aussi des chargés d'information et du rôle du veilleur, qui lui est le garant finalement, de savoir détecter si une info qui vient, on est à l'aube du printemps, si c'est encore à l'état de graine ou si c'est quelque chose qui va vraiment germer. Ça, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas encore vu de remplaçant à l'humain et l'expertise vraiment métier. Voilà. Et dans ce cas-là, le veilleur augmenté, il commence à avoir une place. Il est aidé, le veilleur. Il est aidé par des outils tels des plateformes. Mais je crois qu'aujourd'hui, oui, je pense vraiment dire aujourd'hui que ça fait partie de... Ce qu'on attend aujourd'hui aussi du veilleur, c'est qu'il ait ce recul-là aussi sur l'information, c'est-à-dire sur la véracité, et essayer de se tourner plutôt dans une logique de voir demain par rapport à d'autres entrants et voir comment... au croisement de tout ça, ça peut être une info fiable et qui va se révéler. J'aime beaucoup ce que vient de dire Maud, parce que il y a 3 ans, Eric doit s'en souvenir, on avait fait une conférence avec notre président fondateur Bruno Etienne, je rebondis vraiment sur ce que vous dites là, où quelqu'un, moi qui étais à l'époque dans un exercice de veille, j'avais dit lors d'une conférence, l'humain est au centre de la veille. Je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à faire changer cette chose, parce que, comme vous dites Maud, je pense que c'est très important. L'analyse humaine aujourd'hui, elle n'est pas remplacée par l'intelligence artificielle. Oui, on aide. Oui, on a l'intelligence, on a de l'opérateur augmenté, mais on n'est pas, et je le disais en introduction tout à l'heure, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on fait à la place de l'humain. On aide l'humain, mais on ne fait pas à la place de l'humain. Et surtout,
On n'agit pas à la place de l'humain. On ne va pas en avance de ce qu'est capable de faire l'esprit humain aujourd'hui. Laurent, là-dessus, Ouais. un mot? Et 2 points. Je pense que d'abord, effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de chercher de l'info, c'est qu'on en a trop. C'est de décoder les reprises, de trouver les sources initiales des informations, parce qu'avec les robots publicateurs sur Internet, on s'aperçoit que quand un cabinet de conseil, je sais pas quoi, ou un gourou de la technologie sort une info avec un chiffre, il est repris une centaine de fois sur tous les sites spécialisés dans les mêmes termes. Donc je pense que là, il y a une première technique, c'est qu'il faut pouvoir identifier, essayer de trouver quelle est la source originale, notamment quand on parle de tendance, de chiffres, de taille de marché, je sais pas, la technologie va exploser, cette type de technologie va exploser dans 5 ans. Souvent, on s'aperçoit quand on fait cet exercice de remonter d'infos pour dire qui est le premier, elle dit ça. On s'aperçoit souvent que c'est des gourous de la technologie avec l'idée de faire des prédictions aux réalisatrices. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une nouvelle techno, donc ils disent dans leur marketing qui est très bien fait, on va expliquer que le marché dans 5 ans va exploser. Donc ça demande quand même des outils pour essayer de savoir que cette information-là, en fait, qui est reprise une centaine de fois sur différents sites web, en fait, elle a une source unique, et que cette source unique, c'est telle grande boîte américaine qui est hyper spécialisée et qui, en fait, essaie de vendre quelque chose derrière. Et ça, c'est compliqué de le faire, enfin c'est très long de le faire de manière humaine. Donc là, on a besoin d'être outillé. Donc là, il y a besoin d'outils et je pense qu'il y a besoin de plus en plus d'outils, de plus en plus précis pour pouvoir faire le tri, pour ce premier tri. Ce qui peut pas être fait, à mon avis, qui doit être fait par des personnes qui ont une intime compréhension de la stratégie du positionnement de l'entreprise, c'est en quoi cette information, elle est importante pour l'avenir de l'entreprise. Parce que là, vous en avez plein d'informations. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont un peu plus qui ont plus de signification pour ce que l'entreprise veut faire demain. Et ça, seul quelqu'un qui est dans l'entreprise, qui a une bonne connaissance de là où elle veut aller, des équipes, de ce qu'elles font, est capable de dire ces 2 informations qui paraissent anodines, en fait, elles peuvent avoir un sens pour nous. Alors que pour l'entreprise d'à côté, elle n'aura pas le même sens parce qu'elle n'a pas décidé d'aller sur ce marché. Et c'est ça qui va faire, à mon avis, que la valeur de la veille va être reprise par les équipes opérationnelles, parce qu'on va finalement leur apporter l'information dont ils ont besoin, eux, pour travailler, pour mettre en œuvre la stratégie. Et non pas une masse d'informations où ils auront un effort de tri et de qualification à faire. Et donc cette phase-là, oui, je pense qu'elle ne peut pas être automatisée. Autant la première phase, on peut l'automatiser. C'est-à-dire ça, on voit bien que c'est repris 50 fois. Donc c'est pas 50 informations, en fait, c'est une seule. Par contre, l'importance, la qualification de l'importance de l'information qu'on a repérée pour la stratégie, voilà, ou c'est peut-être pas une information, c'est peut-être 10 informations et c'est la combinatoire de ces 10. Quand on faisait de la veille concurrentielle, on s'apercevait que finalement ce qui avait de la valeur, c'était quand on mettait les informations sur les concurrents sur plusieurs mois. Parce que le concurrent, il ouvrait un laboratoire au Vietnam, ok, tous les jours, les concurrents ouvrent des laboratoires. Par contre, si on s'aperçoit qu'en 6 mois, il en ouvre 5, là, ça a un sens. Ça a un vrai sens. Et donc, il y a cette phase-là qui, à mon avis, ne peut pas être est forcément faite en fonction de la très très bonne connaissance de son entreprise, de son positionnement. Et parce que finalement, on commence déjà à en déduire des éléments de stratégie. Et comment on va mettre en place les actions? Et oui, parce que derrière, c'est si on se dit notre concurrent, ça fait en 6 mois, il a ouvert 5 labos au Vietnam, ça veut dire qu'il a une action particulière sur le Vietnam. Ah, nous, on n'avait pas identifié le Vietnam, qu'est-ce qu'on a loupé? Donc, effectivement, tout de suite, ça enclenche une série de questions qui vont nécessiter des recherches supplémentaires. Mais là, on sait ce qu'on cherche. Mais évidemment, ça sert à ça. Si c'est juste pour dire, bah oui, il en a ouvert 5. Voilà. Ou il y a une réglementation qu'on n'avait pas vu passer, il y a un marché. Oui, l'information en elle-même, elle est rien. Voilà. Ce qu'il faut, c'est mettre en place les actions derrière et voir comment on pourra mettre les actions derrière. Oui, c'est ça. Et pour ça, ça veut dire que le phénomène, la curation qui est faite en amont, elle doit être faite par quelqu'un qui a une très très bonne connaissance de ce que l'entreprise cherche à faire. En tout cas, qui est capable de l'interpréter. L'humain, l'expérience. Et surtout la connexion aux gens qui sont dans la stratégie.
Et peut-être, là je reviens du SXSW où il y a pas mal de présentations sur les médias pour vous montrer la vitesse à laquelle ça bouge vos sources, donc ce que vous lisez. Parce qu'il y a un des gros problèmes de la transversalité, c'est que quand vous voulez être transverse, eh ben, ça veut dire que sur des secteurs où vous n'êtes pas trop proche, il faut avoir une bonne source de vulgarisation qui vous envoie les bons signaux pour qu'éventuellement vous décidiez d'aller fouiller un peu plus finement pour voir si ça marche. Bon. Et là, je vais vous raconter en 2 ans ce qui s'est passé dans le domaine du content. Il y a 2 ans, il y avait BuzzFeed, Mashable. Vous voyez un peu ces plateformes, donc qui faisaient l'information bien branchée, très buzzée, qui avait le haut du pavé et qui disait on va être les rois de la forêt, vous allez voir, vous allez voir. Et je me rappelle, je rentrais en avion avec une responsable du New York Times qui n'avait pas vraiment le moral. Bon, et puis 2 ans après, tchac, le New York Times, Financial Times, ça y avait réussi leur virage digital et obtenaient plus de la moitié de leurs revenus par des souscriptions en ligne. D'accord ? Donc c'était un peu le début des fake news. Et là, par exemple, c'est assez étonnant. Hein. Quelle est la source média de confiance aux États-Unis aujourd'hui ? C'est la BBC. Étonnant. Hein. Même sur les nouvelles américaines, ils écoutent la BBC, ils vont voir la BBC. Donc on retrouve le contenu de qualité qu'on va aller payer. Bon. Attendez, c'est pas tout. Et donc le gars, l'année dernière, BuzzFeed dit ouais, finalement on a grossi trop vite, donc on va baisser la toile, on a des problèmes, on licencie. Donc il annonçait une année très difficile. Et puis là, cette année, il nous parle et dit, vous savez, on a eu du pot parce que on croyait que Facebook, Google allaient rafler tous les budgets communication, quoi, tout le chiffre d'affaires. Mais ça y est, eux, ils sont dans la tourmente et nous, on est en train de renaître. Et renaître très, très vite. Donc, alors là, ils ressortaient de leur cendre. Et puis, il y a un autre phénomène qui est énorme, c'est la montée en puissance du podcast. Et c'est une vitesse, ça double tous les ans en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est encore des contenus un peu sponsorisés par de la publicité, etc. Mais ça arrive à toute vitesse parce qu'il y a le phénomène Alexa. Alexa, aux États-Unis, 25% des ménages sont équipés. Et le soir, au lieu d'allumer la télé avec CBS News, on dit Alexa, rejoue-moi NPR Premium Companion, et pouf, il ressort l'émission de télé. Donc NPR investit énormément dans tout ce qui est podcast. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais en début d'année, Spotify a racheté 2 boîtes, notamment la plus grosse boîte de podcast. Et il y avait une table ronde avec la patronne de Spotify. Il a dit, ouais, nous, sur notre plateforme de streaming, on voit monter des demandes de podcasts de qualité, parce que les gens écoutent beaucoup en mobilité des podcasts. Et elle nous sort ce chiffre et elle dit, ouais, c'est pas exclu que dans 3 ans, 5 ans, ça soit 50-50 entre la musique et les podcasts. Donc, pour vous donner une idée de taille de marché, le marché du streaming de la musique, hein, Spotify, Deezer, c'est 16 milliards. Et le marché des podcasts, aujourd'hui, c'est 600 millions. Vous vous rendez compte, c'est les 600 millions, il vient 5 milliards en 20 ans. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ce basculement vers le podcast ? Donc, c'est intéressant hein, pour vous. C'est-à-dire comment vous indexez du podcast, qu'est-ce que ça devient, etc. Donc, voilà, donc, ça bouge très vite. Hein. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu désespérés parce qu'ils ont perdu la première manche, il y a eu un concurrent digital qui est venu, etc. Et là, vous voyez dans le secteur des médias qui a été très, très ballotté, finalement, on est en train de jouer la 4e manche, puis la 5e manche, et le 6e manche, il y a l'acteur de la 2e manche qui revient. Bon, alors, il y a d'autres secteurs où vous avez perdu la première manche, vous êtes mort. Hein, mais voilà, donc il y a d'autres secteurs où ça rebondit beaucoup plus vite. Un dernier mot de conclusion, Maude, sur tout ça? C'est vaste. Non, j'ai envie de dire que le métier de veille a encore de beaux jours devant lui, enfin j'espère. Il se renouvelle et je pense qu'il a su se renouveler à l'aide à la fois d'outils, mais il a réussi à capter l'intelligence et à se l'approprier, enfin, j'espère. Laurent? Moi je dirais que quand on fait de la veille, c'est qu'on essaye déjà de répondre, on essaie déjà de définir la question à laquelle on veut répondre.
On ne fait pas de la veille pour la veille. D'accord. Soit on veut suivre un concurrent et on va essayer de comprendre sa stratégie à partir de ce qu'il dit, soit on a un projet à lancer d'innovation et on fait le tourner des concurrents, des fournisseurs possibles, etc. On essaie de comprendre mieux. Voilà. Et donc, pour moi, la veille, ça a toujours été une réponse à une question que l'entreprise se pose par rapport à son avenir, par rapport voilà, et qu'on doit alimenter ça par des faits, des informations qui sont croisées, et que l'objet et la qualité de cette veille, c'est bien d'apporter de la méthode pour distinguer de toutes les informations qu'on peut trouver, qui sont aisément et facilement accessibles aujourd'hui, sur lesquelles on peut fonder une décision, sur lesquelles on peut dire allez, c'est bon, on y va, on y croit tous. Voilà. Et ça, c'est de plus en plus nécessaire, parce que là, les gens ont de l'information de partout. Elle arrive sans qu'ils aient à la demander. Et donc avoir quelqu'un qui a un peu une boussole en disant oui, celle-là nous semble, c'est un signal sur lequel on peut bâtir notre décision, ça me paraît clé. Mais pour ça, il faut savoir ce à quoi on veut répondre d'abord. Voilà. Si on ne sait pas à quoi on veut répondre, bah, effectivement, on va ouvrir Google et on va mettre cherche-moi toutes les informations de la Terre. Et on n'ira pas plus loin. Oui, je crois que veille transverse, absolument. Oubliez pas, dans la veille transverse, faire de la veille sur le management, parce que c'est juste derrière. Hein. C'est-à-dire quand vous avez compris que voilà, ça va venir de la bordure, que vous allez aller dans la bordure et que vous devez attirer des nouveaux talents pour y aller. Le management, c'est l'autre moitié de votre veille. Hein, c'est-à-dire que quand vous aurez trouvé une bonne idée, un bon truc, est-ce que ça correspond à l'ADN de votre boîte? D'accord? À qui elle est vraiment? Hein, c'est toujours un mystère, l'ADN, c'est très difficile de la décrire. Donc, il faut arriver à bien comprendre ça. Et puis voir, parce qu'il y a énormément d'expérimentations au niveau management dès que vous commencez à regarder, et pas uniquement dans des startups. Hein. Vous pouvez aller voir chez Decathlon, vous pouvez aller voir chez Renault dans certains endroits, etc. Donc, il y a des expérimentations. Et je vous rappelle, il n'y a que ça, éventuellement un consensus plus un fit avec votre ADN qui va faire un succès business. Ou sinon, ça reste, c'est mon idée, ah, pourquoi on ne l'a pas implémenté, ah, on avait eu l'idée, on n'en a rien fait, etc. Donc c'est ça vraiment toute l'équation. Et donc ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous participez à la première partie qui est essentielle, c'est construire un diagnostic partagé parmi les membres de votre direction sur le consensus dans le monde dans lequel ils vivent. Et ça, je vous garantis, il faut les bouger. Et puis un dernier signe d'espoir, les DRH bougent. D'accord ? Ne croyez pas que les DRH, ils sont assis, arc-boutés sur leur process. Eux, ils s'en prennent plein la tronche avec tous les interviews de sortie, interviews de non-entrée, des talents qu'ils avaient voulu embaucher, qu'ils n'ont pas réussi à embaucher. Et voilà. Parce que je vous rappelle, malheureusement, il y a une façon de mourir pour une entreprise, c'est de mourir riche. C'est-à-dire de ne pas avoir été capable de recruter les talents dont vous aviez besoin. Et à ce moment-là, vous mettez un petit panneau et disant « Le dernier éteint la lumière et rend l'argent aux actionnaires ». Merci Bertrand, merci Maud, merci Laurent, merci Bertrand pour ces témoignages forts. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous vous êtes reconnus au travers de ça.